Est-ce que le vin a toujours fait partie de votre vie à tous les deux? Ou est-ce que c'est juste un jour, il y a eu un déclic? On a toujours bu beaucoup de vin, déjà. Merci beaucoup. Merci franchement, beaucoup. si on est réinvité, on reviendra. Avec plaisir. Bienvenue à la table de vie by Sweet and Salted. Le podcast où l'on s'assoit pour écouter, partager et savourer. Les histoires de celles et ceux qui nourrissent le monde à leur manière. Ici, chaque invité apporte sa recette de vie. Ses saveurs, ses expériences, ses doutes et ses rêves. Installez-vous, servez-vous, Et prenez le temps, parce qu'autour de cette table, tout commence par une rencontre. Hello, vous êtes sur le podcast Table de vie by Sweet and Salted. Je suis Adélie. et moi Jordan. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, nous avons décidé d'inviter Joseph et Marie Demestre, qui sont vignerons au prieuré de Saint-Céol, pas loin de Sancerre, entre Bourges et Sancerre. Et pourquoi on les a invités aujourd'hui? C'est parce que il y a 3 ans, Jordan avait été chauffeur et cuisinier pour des Américains qui étaient venus dans la région. L'agence qui avait organisé la journée d'excursion sur Bourges et les environs avait sélectionné la cave de Joseph et Marie. Et en rentrant le soir de cette visite et dégustation, Jordan avait dit « Waouh, super inspirant leur parcours et le vin super bon ». Donc on s'était dit « Bon, bah si demain on fait quelque chose, on les invitera chez nous ». Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Pouvez-vous vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Oui, bonjour. Merci Adélie de nous avoir invités sur ce podcast. Donc moi, je suis Marie. Et moi, je suis Joseph. Donc on est tous les deux vignerons sur les appellations de Maine-tout-Salon et de Reuilly, en Centre-Loire. Et notre particularité, c'est que nous sommes des néo-vignerons. Donc on a fait une reconversion pour devenir vignerons. Quel était votre parcours, du coup, avant d'arriver à Saint-Céol, le plus petit village de France, je crois? Et donc, je travaillais dans le luxe pour le gros groupe LVMH chez Vuitton et Berluti. Je vendais des sacs à main et des chaussures en France, mais aussi à l'étranger. J'ai vécu à Singapour et Londres. Et donc moi j'ai eu plusieurs vies aussi avant d'être vigneronne. J'ai commencé à la sortie de mes études par de l'événementiel pendant 3 ans, avant d'être recrutée par un de nos clients qui était Danone. Et j'ai complètement changé de voie chez Danone, puisque j'ai fait pendant 10 ans du commercial et du marketing dans les eaux. Evian, Badois, Volvic, voilà. Et je suis passée de l'eau au vin avec Joseph. Super cette transition, j'adore. Est-ce que le vin a toujours fait partie de votre vie à tous les deux? Ou est-ce que c'est juste un jour, il y a eu un déclic ou une opportunité qui s'est présentée et là vous vous êtes dit, on y va ou pas? Enfin, comment vous êtes arrivé jusqu'ici, quoi? On a toujours bu beaucoup de vin, déjà. Donc j'ai des producteurs de cognac dans la famille, qui sont mes cousins, qui ont une super exploitation, et voilà. Et mon père m'a toujours initié à boire des beaux flacons. Joseph rentrait de Londres et cherchait un peu ta voix. Était quelqu'un qui est quand même assez terrien, t'aime aussi toute la partie pratique et plus que de rester derrière un bureau et voilà. Et on cherchait en fait de retrouver un petit peu de sens dans ce qu'on faisait. On aimait tous les deux la campagne et on cherchait un métier avec du sens, avec une certaine aussi liberté qu'apporte un métier quand on est auto-entrepreneur aussi. Alors je pense que quand on a commencé là-dedans, on s'était pas forcément dit qu'on allait s'installer tout de suite, mais les métiers du vin nous attiraient par ce côté à la fois nature, mais à la fois on rencontre toujours plein de monde quand on fait du vin. Il y a de l'échange. On a un produit qui est un peu magique, mystique. Et du coup, Joseph s'est lancé au départ un peu tout seul dans l'aventure, puisqu'il a fait un BTS Viti-Ono pendant 4 ans. C'est ça. Comment on arrive aujourd'hui à faire du vin alors si t'as pas du tout de
Et de formation ou autre? J'ai l'idée, je suis allé rencontrer quelqu'un qui est vigneron à Bordeaux et qui m'a dit attention, hein, c'est de l'agriculture, hein, c'est pas que de la vente de vin, hein, donc il faut mettre les mains dedans, donc va essayer quoi. Donc j'ai testé par un stage de taille, des vinifications, voilà, où c'est des journées à rallonge, où on se couche à 3 heures, on se lève à 6 heures. Ça c'est la pratique, il y a aussi un peu de théorie. Et la théorie, c'est via un BTS, Où on c'est va ça? prendre des cours, exactement. Mhm. Je pense que j'aime bien ce genre de challenge et T'as fait aussi plein de stages à droite à gauche. T'es allé dans le sud de la France, t'es allé à Bordeaux, t'es allé en Afrique du Sud. voilà. Donc on se teste quoi, Mhm. voilà. Et donc, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit j'ai envie de faire du vin, ou est-ce que c'est plus Non, ça a ton été. contrat venait à terme ou va être rentré en France, c'est ça? J'avais l'impression d'avoir un petit peu fait le tour dans le luxe. Et- J'ai un père qui est entrepreneur et bon, il me semblait impossible de ne pas être entrepreneur dans ma vie. Puis je te dis avec le fait d'essayer, de se tester, je me suis dit que ça pourrait être une aventure qui me plaît. Et nous, on s'est rencontrés à ce moment-là, en fait. Ok, Donc, parce que j'allais dire, voilà. où est-ce que Moi, j'étais- Marie arrive dans Ouais. l'équation? Nous, on s'est rencontrés en 2016, donc tu venais de rentrer de Londres, en fait. C'est vrai qu'au départ, la démarche, il l'a fait plutôt de son côté. Après, moi, le vin, ça me déplaisait pas. Je vendais de l'eau, donc je me suis dit vendre du vin, c'est peut-être un peu plus marrant que de vendre de l'eau. La vie de vigneron, il y a aussi beaucoup de réceptifs. On vit sur notre domaine, donc vous avez des clients qui peuvent arriver le samedi, le dimanche, le soir dans la semaine. Il faut être capable de pouvoir les accueillir, de pouvoir préparer aussi des repas. Enfin, il y a plein de choses autour de la vie du domaine. Et j'aurais pu faire le choix de continuer dans mon ancienne vie professionnelle, mais voilà, je me suis dit c'est une aventure qu'on peut vivre à 2 et aujourd'hui à 4, parce que nos filles elles sont aussi assez impliquées dans cette vie-là. Et voilà, du coup j'ai accepté le package et je suis ravie d'avoir fait aussi ce changement. On a eu la chance de tomber sur Pierre et Christine Jacolin qui nous ont transmis leur domaine. Donc pendant 1 an, on était avec eux à Saint-Céol et Pierre et Christine nous ont vraiment passé entre guillemets le flambeau en essayant de nous former. Et pour avoir aujourd'hui un domaine à soi, le process, en fait, c'est juste un BTS ou il y a autre chose quand même à avoir? Il faut ce qu'on appelle la capacité agricole qui t'est donnée par le BTS ou d'autres diplômes agricoles qui te permet d'exploiter. Quand on est jeune agriculteur, qui t'est donné par le fait d'avoir la capacité agricole, tu es prioritaire. Voilà. Ok. Donc ça aide. Ça Aussi permet de à réguler récupérer. et d'aider en fait des jeunes à s'installer sans que ce soit toujours les gros qui préemptent. Voilà. Et la question de pourquoi avoir voulu s'installer dans le plus petit village de France après Singapour, après Londres, après toutes ces aventures, et puis Paris même pour toi? Donc au début, j'étais en stage de taille à Sancerre et donc j'essayais d'amener Marie dans mes bagages dans ce projet. Et donc j'ai eu la bonne idée de lui faire visiter le Berry un jour de décembre, ciel bas, pluie. Donc elle n'a pas pu voir le Piton Sancerre, mais elle était partante pour s'installer dans le Berry. Mais bon, j'ai senti quand même que c'était pas non plus. Et donc on a visité plein de domaines partout, un peu en France, en suivant mes stages que je faisais. Comme j'ai quelques racines ici et des connaissances, il y a eu un bouche à oreille qui m'a envoyé le dossier du Prieuré Saint-Céol. Et puis voilà, je suis allé voir. Et donc je vous invite tous à venir voir parce que c'est très joli. C'est pas très grand Saint-Céol, j'ai pas besoin de vous donner l'adresse. On est moins de 20 à habiter. Le domaine était tenu superbement grâce à Pierre Jacolin qui m'entendra, j'en suis sûr. Et il y a eu une alchimie, une mayonnaise qui s'est montée. Et puis, voilà. On a visité le domaine du prieuré pour la première fois en rentrant de la maternité de notre premier enfant, Valentine. Je pense que Christine est la première personne à qui j'ai transmis ma fille pour pouvoir avoir la possibilité d'aller visiter le domaine et de découvrir le domaine.
voilà. Comment ça se passe aujourd'hui, votre vie de vigneron? Comment, vos journées, elles sont rythmées comment au quotidien, même si j'imagine que chaque journée ne se ressemble pas. Mais qu'est-ce que vous faites exactement de vos journées? Ouais, il n'y a pas vraiment de journée type, j'ai envie de dire. Elles sont rythmées en tout Elles cas. sont rythmées. Quand on a rentré la vendange, il faut s'occuper du jus de raisin pour le transformer en vin, et puis après, il faut le mettre en bouteille, et puis le conditionner pour le vendre, et donc il faut trouver des acheteurs. Tout ça, en plus du millefeuille administratif qu'on exécute avec grand plaisir. On a une super équipe qui nous suit, sans qui on pourrait pas faire grand-chose. Vous êtes combien aujourd'hui On est, alors ça bouge un petit peu en ce moment. Il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent. On est une grosse dizaine. Et donc ces personnes, elles sont en quoi? En marketing? Elles sont plutôt dans les vignes à entretenir Principalement vignes, principalement production et certaines au bureau pour l'administration des ventes, Et la comptabilité. la comptabilité, le marketing. On est aussi sur un rythme qui est lié aux saisons, en fait. Donc, on a des phases qui sont différentes tout au long de l'année. Donc là, on va rentrer dans la phase où la vigne va nous occuper la plus grande partie du temps parce que elle sort de son hiver et de son sommeil pour produire le nouveau millésime 2026 en fait. C'est par phase, Cyclique, quoi. ouais. On a la phase végétative qui va commencer, donc là il faut gérer la vigne qui va démarrer, essayer de la protéger contre tous les méchants petites bébêtes qui peuvent lui faire du mal et entraver la production. Il faut gérer pendant toute l'année les commandes. Ensuite va venir la vendange où c'est le pic, on va ramasser tout ce qu'on peut ramasser dans les meilleures conditions possibles, Faire le meilleur pour vin. faire le meilleur vin possible. Puis viendra la vinification, et puis ensuite il y a une grosse période de pas mise en marché, mais de vente, De commercialisation avec tous les salons. Voilà. Oui, On a à la fois des salons particuliers parce que la fin de l'année c'est aussi un bon moment pour nous. Justement puisqu'on est un petit peu moins occupé par les vignes et par la cave, de pouvoir sortir du domaine et aller à la rencontre de nos consommateurs. Donc il y a tous les marchés de Noël, les clients aussi cavistes un peu partout en France qui font des événements, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir aller les rencontrer. Et ensuite à partir de janvier on rentre dans une phase plus professionnelle où il y a tous les salons pro à la fois sur le marché français mais le marché international. Et donc là, c'est aussi un peu le moment où va se décider commercialement le reste de notre année. Et on dépend complètement aussi des aléas climatiques qui nous permet d'avoir une bonne ou une mauvaise année en termes de production. Donc si on fait des bons salons, qu'on commercialise bien nos vins, mais qu'on n'a plus de vin à vendre, en fait, il faut tout recommencer. Et voilà. Donc c'est être capable de lier tout ça. Et c'est quoi un bon vin? Déjà, je pense que c'est un vin qui nous plaît à nous. Sinon, après, c'est d'avoir un vin qui parle à nos consommateurs, en fait. Un bon vin, c'est un vin pour moi qui va avoir de l'intensité aromatique, du fruit et un beau toucher de bouche, de la souplesse, une bonne persistance en bouche. Et comment du coup ça se passe la fabrication pour une bouteille ou une cuvée? Parce que vous avez plusieurs cuvée, si on peut parler comme ça. Alors déjà, on a deux domaines, donc on travaille sur deux appellations, Reuilly et Maine-tout-Salon, où on a des terroirs qui sont différents sur ces deux appellations, même si on travaille les mêmes cépages. Ensuite, au sein de chaque domaine, on a donc des vignes qui sont plantées sur différentes parcelles, avec des expositions différentes au soleil, avec des sols qui sont légèrement différents. Chaque parcelle va produire, entre guillemets, des vins différents qu'on a isolés, nous, au début dans notre parcours pour essayer de bien les connaître, en fait. Donc la première sélection, elle se fait là-dessus. Au moment des vendanges, c'est en fonction des millésimes, de la chaleur qu'on a eue par exemple dans l'année ou de la pluie, d'avoir un peu une idée du profil que vont avoir nos vins pour pouvoir identifier après, de se dire avec telle parcelle, je vais faire telle ou telle cuvée. Ensuite, il y a toute l'étape de vinification, donc de transformation du jus de raisin en vin.
Et donc là, de la même manière, en fait, on va s'adapter au millésime. Une fois que le vin a fermenté, donc que tout le sucre a été transformé en alcool, on va passer sur une phase d'élevage. Donc là, il y a différents types d'élevage, de la cuve en inox jusqu'à l'amphore en grès, en passant par les barriques les fûts de chêne. Pendant toute cette période à la fois de vinification et d'élevage, nous, notre rôle, c'est de goûter hyper régulièrement nos vins pour justement se dire, bah tiens, là, il vient de passer 6 mois en fût de chêne, on trouve que ça marque trop, on va arrêter, on va soutirer nos vins et puis on va passer sur un autre mode d'élevage. Après, il y a toute la partie aussi marketing et communication qui est on vend aussi un produit, donc il faut avoir une jolie étiquette, faut avoir quelle histoire aussi on raconte derrière chaque vin qui permettra à nos consommateurs d'identifier aussi chacune de nos cuvées. Et après, logistique aussi. Et logistique, exactement, la préparation de commandes, l'envoi des commandes, le suivi des commandes. Et vous vendez où votre vin aujourd'hui? En France ou ailleurs? Chez Sweet and Salted. Oui, déjà. On vend peut-être un petit 50% export. C'est quoi, aux États-Unis? Aux États-Unis, beaucoup. Canada. Allemagne. Suède. Belgique. Pas mal l'Europe de l'Ouest. Le reste, c'est de la France avec principalement ce qu'on appelle du trad. Ça veut dire café, hôtel, restaurant. Pour la France, on a des distributeurs, des grossistes qui vont faire notre boulot, des agents qui vont aller diffuser la bonne parole. Les particuliers aussi, ou comme Marie disait, on fait des salons particuliers, on vend au domaine, ou alors le 4 juillet où on fait la grande fête, où vous êtes aussi invités, où tout le monde est invité. Caves ouvertes. Super ambiance, on pourra déguster toutes nos cuvées. Ok, tous les ans vous faites ça? Oui, c'est la 2e année. C'est un événement extraordinaire, exceptionnel dans le Berry. Il y en a peu comme ça. Mais vraiment, c'était sympa. C'était la première édition l'année dernière. On s'est beaucoup amusé. Nos clients et amis sont beaucoup amusés. Donc, on s'est dit qu'on allait le refaire. Et je pense que ça peut être un rendez-vous tous les premiers samedis de juillet. Très sympa. Bon, on essaiera de venir. On compte sur vous. Avec plaisir. Avant que vous veniez ici, on vous a posé une question déjà. C'était quelle était votre spécialité ou votre plat préféré? Et Joseph, tu m'as répondu le ceviche. Ça tombe bien parce que moi aussi je suis une grande fan de ceviche. Et c'est à Londres. C'est à Londres que j'ai Découvert. pas mal aimé le ceviche. Pareil, j'ai C'est vrai découvert le ceviche à Londres aussi. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants péruviens, c'est japonais, fusion, c'est etc. ça. Ouais. Et c'est là où C'était on pas se mal. comprend. Ouais, Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous aux alentours de midi pour Parfait. que Jordan puisse nous préparer un ceviche. Enfin. Donc on va aller en cuisine pour la préparation et puis on le dégustera ensemble par la suite. Génial. Avec grand plaisir. Je vous ai préparé un ceviche au kiwi. Ok. Bonne dégustation. Super, merci Jordan. Merci. Et du coup, pour aller avec le ceviche au kiwi, on a pris un Reuilly, les Chênes 2023. Donc bien sûr, nous, le cépage, c'est le Sauvignon. Hein. Donc on aura une belle fraîcheur et les tanins du bois qui vont apporter un peu de rondeur, de vanillé. Eh ben, merci beaucoup. Hein. Merci Franchement, si on est réinvité, on reviendra. Avec plaisir. Et donc, pourquoi vous avez choisi le ceviche comme plat préféré? Eh bien, écoute, c'est le premier plat que j'ai fait à Marie lorsque nous nous sommes rencontrés. Et c'est un plat, je pense, qui se marie bien avec nos sauvignons. Tout ce qui est poisson cru, ce mélange sucré-salé, lait de coco, tout ça, c'est vraiment des saveurs que j'adore, qui est
qui sont pas forcément très faciles à travailler tout seul. Et puis je sais pas, vous avez toujours ce petit chic de rajouter quelques petits secrets qui pimpent le tout et qui fait que c'est toujours bien meilleur que ce qu'on est capable de faire chez nous. Et donc le ceviche, c'est péruvien. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un voyage qui vous a marqué en termes de nourriture et de vin? Alors, nourriture, je pourrais dire l'Inde. Ah, pareil. J'étais C'est sûr drôle. que j'allais dire la même chose. L'Inde, on était parti avec deux copains et en fait, on se faisait le challenge très intelligent d'essayer de prendre de plus en plus épicé chaque jour. Et on n'a pas été malade, rien du tout. Mais c'est vrai que quand tu rentres en France, après, tu ne sens plus rien. C'était pas là où il y avait le vin extraordinaire. Mais ils ont du vin quand même là-bas? Eh ben, je crois qu'ils font du vin. Je crois qu'ils font 2 vendanges par an parce qu'il n'y a pas d'hiver. D'accord. Donc la vie, Oui. elle vit un peu moins longtemps qu'ici parce qu'elle n'a pas d'hiver pour se reposer. Mais ouais, je crois qu'ils font 2 vendanges par an là-bas. Au niveau vin, après, en termes de voyage, j'ai fait mes premières vendanges en Afrique du Sud. D'accord. C'est totalement différent de ce qu'on voit ici. C'est pas la même manière de travailler? Si, mais disons que en France, on est connu avec des AOC, des règles bien précises, et ce qui fait la richesse et l'attrait des vins français. Hein. Les geeks du vin, ils adorent aller chercher la petite appellation. C'est très normé et cadré, quoi. Alors qu'en Afrique du Sud, tu vas faire du Zinfandel à côté, du Pinot Noir à côté, de tous les cépages sur le même terroir. Mais il y a des trucs super. Et la culture de l'œnotourisme en Afrique du Sud est beaucoup plus développée que chez nous, parce qu'en fait, à côté de chaque winery, à côté de chaque Winery. il y a un restaurant en fait qui est associé avec Ok. un super bel espace, soit des belles terrasses, un beau jardin, enfin tout est ultra développé autour de ça. Mais ça me permet de rebondir sur une question. En Angleterre, on a eu l'occasion de goûter pas mal de vins étrangers, sud-américains, Afrique du Sud et même néo-zélandais. Ouais. On a trouvé ça pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est vin étranger? Bah, c'est très bien. Il y a du bon vin partout, en fait. Le savoir, je pense que il vient quand même au départ de France et d'Europe et il se diffuse. Mais il y a des super trucs. Il y a des super trucs partout. Et t'as un vin préféré hors France? Ouais, c'est un vin qui vient de Santorin, qui s'appelle Pur, Pure, et qui est un vin blanc et qui est fait donc sur des terres volcaniques, côté un peu fumé, un peu justement qu'on n'a pas forcément l'habitude de déguster. Et j'ai été super surprise et à chaque fois que j'ai pu acheter que 4 bouteilles. On a déjà dégusté 3, je crois qu'il me reste une. Et l'œnologie, c'est quoi exactement? L'œnologie, c'est la science du vin, de la vinification. Dans le métier de vigneron, il y a quand même 2 grosses parties. Il y a la vigne et la cave. Okay. Donc la vigne, c'est le boulot à la vigne qui va commencer après les vendanges, où on remet le vignoble en état, on fait la taille et après on s'occupe de toute la période végétative. Et à la cave, pendant cette période-là, on va dire, il y a un peu de vinification et de préparation de mise en bouteille. Et puis il y a le moment clé, les vendanges, où on ramasse les raisins, on les amène au chai, et là la vinification commence. Et là, c'est toute la science, l'art de transformer un fruit avec plein de sucre, plein d'arômes, en une boisson alcoolisée. Il y a autant de manières de faire du vin que de vigneron. Il y a la manière, on va dire, biodynamie, nature, ou alors conventionnelle. Et la science œnologie, c'est comment faire du vin, Voilà, toutes les techniques, comment faire du vin avec tous les cépages qui existent. Quel serait pour vous le meilleur accord mets et vin avec une de vos cuvées? Là, je trouve que c'était un bon exemple, mais c'était un bon exemple. Tout ce qui est ceviche, poissons, fruits de mer et tout, se marie très très bien avec les sauvignons. En Centre-Loire, on est sur des terroirs aussi qui sont marqués par des marnes qui méridionnes, c'est-à-dire qu'on a des petits fossiles marins et donc on a ce côté un peu salin
qu'on va retrouver dans nos vins, qui se marie du coup très très bien avec toute la cuisine à base de poisson. Après, on a une petite pépite aussi en Centre-Loire qui est le Pinot Gris. C'est un vin qui se marie très très bien avec la cuisine sucrée-salée, avec cuisine asiatique, avec justement des ceviches, des tartares de poisson, des asperges aussi. Il n'y a pas beaucoup de vins qui se marient avec les asperges. Et nous, on a un petit Pinot Gris aussi qui est assez sympa, qui est le Rosé Rabbit. On a voulu faire un petit jeu de mots sur le rosé. Et Au quotidien, quelle place a la nourriture dans vos vies? Et qui est-ce qui cuisine? Beaucoup trop grande. J'ai envie de dire 90%. Je sais pas qu'il n'y a pas une journée où on se dit pas qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on se fait à manger ce soir ou à midi. Quand tu voyages, je trouve que tu comprends ce que c'est qu'un peu l'art de vivre à la française. Alors, je sais pas, je trouve ça un peu triste parfois que certaines personnes se privent beaucoup de gastronomie pour le too much healthy et les gens se privent alors que je pense qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'on a d'avoir cette gastronomie française et la richesse des plats, des vins, même des alcools. Et le monde entier nous l'envie. Mais quand on est bercé en tant que Français là-dedans depuis qu'on est petit, on s'en rend pas compte. Mais c'est une vraie chance. Donc on essaie de croquer dedans, plein dedans. Justement, le vin et la nourriture et tout sont très liés. En fait, c'est pour nous, c'est des moments de partage. Donc, quand on reçoit à la maison, bah oui, on a envie de faire des bons dîners, des dîners qui durent longtemps, parce qu'en fait, c'est la manière la plus simple, entre guillemets, de pouvoir partager plein de choses, quoi. Et ce serait quoi ton plat signature? Sauter de veau Sauter d'olive. de veau, hein. Ça, c'est le plat facile que je peux faire rapidement. Sauter de veau aux olives. Okay. C'est assez rapide. Est-ce que les saisons ont un impact sur votre manière de gérer votre vignoble? Là, il y a la période végétative qui commence, hein, donc les bourgeons sortent tout doucement. On est 100% en bio et donc l'herbe, elle va rentrer en concurrence avec la vigne pour l'eau et l'azote. Donc si on laisse tout pousser, la vigne aura moins d'eau, moins d'azote, et tout ça en moins pour les raisins et donc moins d'équilibre, moins de récolte. Donc nous, on va devoir un peu enlever d'herbe. Et puis ensuite, la vie va redémarrer dans les parcelles de vigne. Donc ça veut dire de l'eau et de l'humidité, des champignons, des maladies pour la vigne. Donc nous, on va essayer de faire en sorte de protéger la vigne. Donc ça va être notre travail pendant la période végétative et d'amener la maturité des raisins au mieux. Ensuite, on va ébourgeonner, c'est-à-dire qu'il y a trop de bourgeons qui sortent. Si on la cadre pas, elle va donner beaucoup trop de raisins. Et ça va faire un raisin un petit peu moins avec trop de volume et donc moins bon. On va essayer de cadrer, de limiter sa production. Et puis ensuite, on va essayer de l'accompagner vers une maturité optimale de la manière la plus saine possible jusqu'à vendange. Les vendanges, c'est quelle période? Vendange, je vous dis, l'année dernière, ça a été commencé au plus tôt, parce qu'il y a eu un manque d'eau, donc ça mûrit plus vite que d'habitude. Et en 2024, on était plutôt sur le fin septembre, tout début octobre. Donc ça peut vraiment varier en fonction de... Okay. Donc c'est septembre, quoi, soit début, soit milieu septembre. Et l'impact du réchauffement climatique sur vos vignes, vous l'avez justement, parce que on peut avoir... Là, ça fait quoi? Ça fait 15 jours qu'il fait super chaud et des températures supérieures à 10 degrés. Donc la vigne commence à sortir et ce qu'on appelle à débourrer. Et on a quasiment 3 semaines d'avance sur une année lambda. Et le risque, en fait, c'est qu'il y ait des périodes de gel, puisque tant qu'on n'a pas eu les seins de glace, on peut geler. Et ça, c'est quelque chose qui existait peut-être moins il y a 15 ou 20 ans. Alors que nous, depuis qu'on est vigneron, tous les ans, en fait, on craint cette période-là, quoi. C'est beaucoup plus imprévisible, en fait. Soit il y a des énormes pluies, avec des tornades. En juin, il peut y avoir des orages dévastateurs. Hein. Il peut y avoir des pluies qui inondent.
ou alors des périodes de sécheresse très intenses. Enfin, de toute façon, on le voit dans les infos. La plus quand il pleut beaucoup. Quand il fait chaud, il fait très chaud, quoi. Très très chaud. Et quel est le vin dont vous êtes le plus fier? Le vin dont on est le plus fier. Il y en a deux pour moi. Vas-y, mais il y a Louise et Valentine, qui sont les 2 cuvées qu'on a créées pour nos filles. Donc Valentine, qui est une cuvée en blanc avec une vinification en fût de chêne. Et Louise, qui est un pinot noir élevé en amphore. Et pour toi, ce serait les mêmes aussi? Écoute, est-ce que je peux dire autre chose? On va dire qu'il n'y a pas un vin, mais dans règle générale, je suis plus fier qu'on arrive à faire des rouges que les gens aiment, parce que ça demande, c'est un peu plus, voilà, c'est plus complexe de faire des bons vins rouges. Faut beaucoup plus s'adapter à chaque millésime. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous partager sur la vie, les voyages, le vin, la food, que vous avez jamais encore dévoilé? La cuvée Panari. En 2023, on a eu une vendange un peu comme toute la France et notamment, enfin en tout cas le Centre-Loire, une vendange assez généreuse. Et quand on a une vendange généreuse, on tente des trucs. Et du coup, on a essayé de faire une cuvée en rouge, en grappe entière. Donc ça veut dire qu'on met vraiment 100% grappe entière dans une cuve. Et en macération carbonique. Et en macération carbonique. Donc en fait, macération carbonique, ça veut dire que ça macère dans le pépin de raisin sans qu'on éclate le pépin de raisin pour libérer le jus. C'était une année avec beaucoup de chaleur et de sec, mais tous les mois et demi, des grosses douches, et ça a fait une vendange conséquente. Mais à la fin, juste avant la vendange, on a eu un gros coup de chaud, donc on a eu des raisins grillés sur le dessus, et derrière, c'était beaucoup moins grillé, voire peu mûr. Et on a fait une petite erreur de débutant, parce qu'on est débutant, et on a pris les meilleures grappes, les plus belles, on va dire, pas les meilleures, mais les plus belles, d'aspect visuel, pour faire cette cuvée. Et il s'est avéré que on n'a pas fait grand-chose parce qu'elle titrait 10,5. Et en clair, c'était pas mieux. Et alors, c'était rigolo parce que ça nous a permis de remarquer qu'en fait, pour toutes nos cuvées classiques où on a mis tous les raisins ensemble, eh bien, en fait, la maturité était faite grâce à ces raisins où il manquait de maturité dedans, alors qu'à l'extérieur, c'était un petit peu grillé à cause des coups de soleil que les grappes s'étaient prises. Donc, l'équilibre s'était fait avec le trop grillé et le pas assez mûr. Voilà, on avait fait l'erreur de vouloir prendre que les belles grappes pas grillées. Non, mais du coup, c'était bon ou pas? Non. Ah non, la cuvée Panari, c'est pour ça qu'on l'a appelée cuvée Panari parce que on l'a fait elle était foulée au pied. Voilà. Ah, ok. Voilà. Et on s'est dit que c'était peut-être pour ça que c'était pas bon. Non, mais elle avait pas de Panari. C'est la blague. Mais pour dire qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur le métier de vigneron. Voilà. Et la dernière question de ce podcast qu'on pose à tous nos invités, c'est: vous êtes plutôt sucré ou salé? Moi, je suis plutôt salée. Eh ben moi, je suis salé aussi. Mais là, le petit sucré salé, quand même, c'était bien. Alors, moi, j'adore le fromage. Mon petit péché mignon, c'est le fromage. Je pourrais me faire du fromage au petit déjeuner et me nourrir que de fromage. Et donc, c'est plutôt salé. Si je dois choisir entre un dessert et un fromage, je vais prendre le fromage. Parfait. Eh bien, merci à tous les deux pour merci à vous pour cet échange autour de la table. Parce que Table de Vie, c'est des rencontres autour de la table. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager sans modération. Sans modération. Sans modération.